Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Chance. On est ravis de vous retrouver accompagné de Nathalie Achard sur le thème de défendre vos choix de vie. Bonjour. Merci Nathalie d'être avec nous. Donc, tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir poser des questions. Vous voyez dans l'onglet questions ici, donc sentez-vous libre dès qu'une question vous vient de la noter. Temps avec Nathalie en fin de ce live pour y répondre, d'autant plus que je crois savoir, Nathalie, que c'est un exercice que tu affectionnes tout particulièrement. Absolument. Donc, on n'y manquera pas. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Achard, l'autrice du livre que j'ai ici, La communication non violente à l'usage de ceux qui veulent changer le monde, aux éditions Marabout. Donc, Nathalie est aussi une formatrice. Elle a été responsable communication de grandes associations que vous connaissez sûrement, comme Greenpeace, SOS Méditerranée ou le Mouvement Colibri. Et aujourd'hui, donc, tu es formatrice, facilitatrice, animatrice en stage, en prison, auprès d'associations également, ou d'entreprises lorsqu'il s'agit de leaders alternatifs, comme tu m'expliquais. Donc, en gros, tu es très active pour défendre et favoriser la coopération à travers la communication non violente, qui est pour toi, et je te cite, un fil rouge chez l'être humain qui traverse les époques. Absolument, merci. Voilà, je peux partir. Au revoir. Non, reste avec nous, s'il te plaît. On a beaucoup à dire et 1 heure, c'est trop court. Alors, pour commencer, en attendant que tout le monde arrive, et aussi parce qu'on a très envie d'avoir vos retours sur ce thème, on a une petite question à vous poser. Dans des moments où vous avez eu à défendre justement un choix de vie, ça vous est peut-être déjà arrivé, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, qu'est-ce qu'on a pu vous dire pour vous freiner dans vos choix de vie? Est-ce que vous avez entendu des phrases ou des jugements venant de vos amis, de votre famille, de vos collègues, qui vous ont marqué et auxquels vous pensez encore aujourd'hui, vous pourriez nous partager? Moi, personnellement, c'était une autre vie, mais à une époque où je me suis lancée en tant qu'artiste, on m'a dit c'est trop dangereux pour une femme. Tu as du mal à t'engager, toi, Alice. Marie, de toute façon, tu vas te planter. Des trucs de bobo écolo. Fais attention. Je ne te verrai pas faire ça. Si tu arrêtes tes études, tu seras toujours au SMIC. Tu n'économiseras pas pour tes points de retraite. Ça aussi, je l'ai eu. Rester dans le droit chemin, c'est moins risqué. Ton idéalisme te perdra. Tu vas encore changer d'avis. Ah là là. Oh, je suis très en lien avec celui-là. Tu vas le regretter. Est-ce bien raisonnable? Ça, on y reviendra. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage très authentique de votre part. C'est un secteur ultra bouché. Bon, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va y revenir un peu plus tard dans cette interview. Oui. Et donc, pour commencer, je pense qu'on peut y aller, je vous propose de partager une réflexion qui m'est venue assez spontanément et que j'ai partagée avec des collègues et amis qui sont aujourd'hui avec nous à ce live. Quand on a vu le mot défendre, bon, je vais parler pour moi pour pas les engager, mais c'est vrai que ce qui m'interpelle, c'est que ça a assez instinctivement développé en moi un besoin de protection comme face à une menace voilée. Je me projetais presque déjà dans le conflit avec un proche critiquant mon choix. Donc, il y a vraiment cette violence presque qui en sort du mot. Et justement, dans ton livre, Nathalie, tu nous expliques que cet instinct vient d'un conditionnement et que la communication non violente nous aide à sortir d'un chemin conditionné pour aller vers un chemin déconditionné. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? De quel conditionnement parles-tu? De quoi s'agit-il? Ok, merci. Alors déjà, avant toute chose, il manque un mot sur la couverture, c'est celles et ceux qui veulent changer le monde. Je le dis à chaque fois. Eh ben, on va les contacter pour leur dire. Ah, mais je leur ai dit 1000 fois, alors c'est des histoires de maquettes. Bon, on va entendre ça. Donc, je le dis. Et puis, j'invoque aussi le désaccord pendant cette heure. C'est important pour moi de le dire. Donc, c'est juste mon avis, mon opinion en lien avec ce que j'ai pu expérimenter. S'il vous plaît, ne soyez pas d'accord avec moi. Donc, n'hésitez pas à me dire ça n'a pas de sens. Ouais. Ça, c'était mon prérequis avant de commencer. Les conditionnements. Nous sommes dans un système de communication habituel qui induit une violence à bas bruit.
c'est-à-dire permanente, où on a l'impression que ça fait pas mal, et pourtant ça fait mal, qui est le système binaire de j'ai raison et tu as tort, c'est juste, c'est faux, c'est bien, c'est mal. C'est un système qui effectivement fait que quand je vais me retrouver face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je vais avoir l'habitude dans ce conditionnement que le conflit soit douloureux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un perdant et il y a un gagnant. Donc, dans ces conditions, je vais mettre dans un état de défense, qui va être un état de défense agressif au sens de l'affirmation de moi, mais aussi qui va me mettre dans l'incapacité d'accueillir l'autre. Dans cette communication non violente, effectivement, l'intention, c'est d'avoir la capacité de faire de la place à l'autre, pas de se mettre à la place de l'autre, c'est absolument impossible, mais de faire de la place à l'autre, c'est-à-dire d'être en capacité de voir, ou en tout cas de lui demander. Moi, j'aime bien quand il y a un conflit, la petite phrase que je vous donne, qui est très utile, c'est montre-moi ce que je ne vois pas. De ma colline, il y a quelque chose que je ne vois pas chez l'autre. Et que l'autre ne voit pas chez moi, bien évidemment. Et je ne peux pas tout voir. Enfin, vous savez, on a des angles morts, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses que je n'ai pas vues, il y a des choses que je ne sais pas de l'autre. Enfin, c'est communiquer avec un autre être humain. Vous savez, pour moi, envoyer une fusée dans l'espace, c'est très compliqué, mais communiquer avec un autre être humain, c'est 10 fois, 100 fois plus compliqué que ça, hein, honnêtement. Donc, ce conditionnement, ça fait partie de quelque chose que nous avons toutes et tous, qui est à l'origine de notre propre sécurité, qui fait que nous sommes ici encore, après quand même des millénaires de bazar. Ça fait partie du cerveau reptilien. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me met en danger, c'est-à-dire qu'il met en danger mon intégrité. Et l'intégrité, c'est physique, psychique, émotionnel. Il y a 3 types d'intégrité. Et ce qui va mettre en danger mon intégrité m'appartient en propre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'universel. Il y a certains dangers qui, pour moi, sont mortels, et quelqu'un d'autre va me regarder en me disant « mais c'est rien ». Donc, ce qui va me mettre en danger mon intégrité, dans le paradigme classique, va me faire réagir de 3 manières différentes. C'est-à-dire vraiment la réaction immédiate, instinctive. Soit ça va être la fuite, bien évidemment. Bon, la fuite, c'est pas un souci. Je vous invite à lire L'éloge de la fuite de la Bourrique. C'est vraiment très intéressant ce bouquin. Effectivement, s'il y a un énorme danger, fuir, ça me permet de me sauvegarder. Seulement si c'est systématique, c'est le déni. C'est-à-dire je ne vois jamais et je ne me confronte pas à ce qui se passe. La deuxième possibilité, c'est de me mettre dans un coin et de disparaître. C'est vraiment la logique du caméléon. Et que le danger passe à côté de moi. C'est pas mal aussi, mais si c'est systématique, je disparais, mais vraiment au sens propre du terme. C'est-à-dire ça dégénère toutes ces énergies de dépression et de disparition. Autrement, c'est l'agressivité. Tu viens me chercher, tu vas voir, c'est moi le plus fort ou la plus forte. Donc, effectivement, cette défense, avec cette espèce de paradigme en plus dans lequel on baigne, qui dit que la meilleure des défenses, c'est l'attaque, je veux dire, ça fait partie de toutes ces choses qui paraissent évidentes, mais qui font partie d'un récit. Ce n'est pas comme ça. C'est parce qu'effectivement, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Ce sont des récits. Et nous sommes dans des récits de violence interpersonnelle, avec ce conflit qui, du coup, est un conflit dans lequel je n'ai pas envie d'aller, parce que j'ai appris qu'il fallait qu'il y ait un perdant et un gagnant. Nous avons d'autres ressources. Ben voilà. Et effectivement, ces autres ressources, c'est plutôt au niveau du frontex, là, du cerveau à ce niveau-là, de la communication, de la coopération, de la négociation, de la rencontre de l'autre, de ma capacité de m'exprimer, de ma capacité d'entendre ce que dit l'autre. Le sujet, c'est que cette partie-là du cerveau, c'est plutôt un diesel. Alors, la première partie, c'est le petit reptilien, là, c'est vraiment Speedy Gonzales, c'est-à-dire que dès qu'il y a un danger, il arrive tout de suite en disant « Oh, que c'est moi qui m'en occupe ». Et l'autre partie est plus lente à mettre en place. D'accord ? Donc, tout le travail avec cette communication non violente, c'est d'augmenter la rapidité de la partie frontale de mon cerveau et d'être en capacité, quand je vois passer Speedy Gonzales, de l'attraper et de dire « Attends, j'ai une autre stratégie à te proposer ». Et ce conditionnement, il vient d'où? Ce sont nos parents qui nous les transmettent, la société? Pourquoi on réagit tous comme ça dans ce récit que tu appelles le récit dominant auquel tu ne veux plus participer? Qui l'a construit ce récit? Pourquoi? Alors, il est collectif. Alors, il y a la réalité du cerveau, hein, parce que vraiment, moi, j'aime à travailler sur ces deux choses, c'est le récit et la réalité de l'avancement des recherches en neurosciences, qui sont passionnantes aujourd'hui. On voit bien que le cerveau, il prend 70% des décisions que prend notre cerveau, il les prend sans m'en informer. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais tétanisée. Je me dis, pardon?
Il y a une partie de moi qui décide sans me donner les clés. Donc, et certaines pratiques comme la communication violente, mais il y en a d'autres, me permettent d'augmenter ma conscience et de voir, ah tiens, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de mon conditionnement qui se met en place. D'accord. Donc, c'est baisser le pourcentage de trucs que je fais sans le savoir. Vous savez, le truc, je suis submergée, tiens, oh, c'est plus fort que moi. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai intégrées. Donc, il y a déjà ce cerveau qui est au service de ma sécurité. Mon cerveau, sauf effectivement pathologie, accident de vie, est au service de mon bien-être et de ma sécurité. C'est pour ça qu'il me récompense en me donnant de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, dès que je fais quelque chose de bien. C'est un peu le dealer, quoi. Là, pour dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est très bien. Donc, lui, il va intégrer des conditionnements et des éducations et des récits. Et il a aussi sa propre réalité. Ce reptilien-là, ça fait partie, effectivement, dans l'évolution humaine, du système qui nous a permis de nous mettre en sécurité. Donc, il y a du technique, il y a du mécanique, et puis il y a du conditionnel. Donc, les deux ça se mélange. Hein. L'être humain est à la fois rationnel et émotionnel. Il n'y a pas d'abord une décision rationnelle et ensuite une décision émotionnelle. C'est du tissage. Sans quoi on ne serait pas là en train de discuter. Rationnellement, on dirait, tiens, il y a des gaz à effet de serre, on arrête ça. Tiens, il y a des gens qui meurent de faim, on va leur donner à manger. Tiens, ce serait aussi simple que ça. Hélas, ce n'est pas le cas. Mais c'est aussi à l'origine de notre créativité, de notre flamboyance humaine. C'est les deux faces d'une même pièce. Hein. C'est toujours pareil, c'est ça. C'est intéressant toujours de voir ça sous cette forme-là. Donc, il y a la réalité mécanique, mais le cerveau est plastique. C'est-à-dire qu'il est OK pour se transformer. On a des neurones miroirs pour continuer à apprendre. C'est pas un mauvais bougre, hein, notre cerveau. Bien au contraire, il est vraiment, vraiment, vraiment OK pour se transformer si ça nous met en sécurité. Et le récit actuel, qui est un récit binaire, manichéen, au sens vraiment du bien et du mal, c'est un récit, voilà, on le voit dans des légendes, est un récit qui donne une forme de sécurité. Parce qu'effectivement, ça clarifie le monde. Il y a les bons et les méchants. C'est quand même plus simple comme ça. Voilà. C'est plus simple et en même temps, c'est effroyable, hein, parce que ça nous emmène à avoir cette danse macabre des méchants, qui sont les méchants par rapport à qui, c'est qui décide qui est méchant, vous voyez, vous connaissez l'histoire. Donc, il y a effectivement un récit que j'ai envie de qualifier de premier, au sens où il y a une possibilité d'évolution immense. Nous sommes des êtres de récit, nous ne pouvons vivre ensemble que sur la base d'un récit sur lequel nous sommes d'accord. L'argent est un récit. Comment ça se fait qu'avec un petit bout de papier, je peux m'acheter une maison? C'est parce qu'on est tous d'accord sur le récit que le petit bout de papier égale la maison. Quand l'Islande refuse de payer sa dette, elle n'est plus d'accord avec le récit et le monde ne s'effondre pas. Donc c'est bien voir qu'effectivement, nous sommes dans les récits sur lesquels nous sommes d'accord. Parce que nous faisons du coup partie d'un groupe. Et c'est très rassurant. Soyons clairs qu'avec un changement de posture, comme la communication violente, nous ne sommes plus dans le même récit. Donc, il y a moins de gens. Donc, le groupe est moins gros. Donc, il peut y avoir une impression d'insécurité. Mais nous avons la capacité de changer profondément de récit. Et l'homme est un loup pour l'homme, ou la meilleure des défenses, c'est l'attaque, c'est du récit. Je vais dans des villes. Qu'est-ce que je remarque? Dans n'importe quelle ville, la statuaire est une statuaire guerrière. Les noms des rues, ça commence à changer. Il y a beaucoup de généraux, il y a beaucoup de guerriers. Mais d'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un choix de dire que nous allons honorer plus particulièrement les énergies guerrières et du coup les hommes, puisque là, c'est la réalité statistique, qui ont été à l'origine de décisions guerrières? C'est un choix. C'est vraiment un pur choix. Merci beaucoup pour ces précisions. Et ce récit, justement, ce conditionnement dont tu viens de nous expliquer un petit peu profondément les tenants et les aboutissants, tu nous expliques aussi dans ton livre, notamment page 36, qu'il crée des injonctions. Et donc, quand je dis page 36, c'est parce que j'ai envie de te citer un petit peu. Ce serait dommage de ne pas lire un extrait de ton si excellent livre dans ce live. Donc, tu nous parles de l'injonction « Arrête de t'écouter ». Aujourd'hui, nous intéresse tout particulièrement. Et donc, je te cite: cette petite phrase d'apparence anodine est une arme de destruction massive. Elle est l'enfant terrible d'un conditionnement social qui a longtemps discrédité les émotions, les sensations corporelles et les sentiments au nom d'une tyrannie de la raison qui voulait juguler ce qui était considéré comme la part animale de l'humain.
Je suis toujours d'accord avec ce que j'ai écrit. Chaque fois, ça me fait peur quand on relit, je me dis, oh mon Dieu, je vais me dire que comme j'ai continué à réfléchir, je suis plus d'accord avec moi. Ce qui est possible. De toute façon, cool le désaccord. Mais en tout cas, cette phrase, là où elle m'intéresse tout particulièrement aujourd'hui, et j'aimerais en parler avec toi, c'est que ces inventions, quelque part, celles-ci, comme tant d'autres, nous font renier nos besoins. Et elles nous amènent à ce que, tu sais, communément, on appelle les crises. De nombreuses personnes traversent ce qu'on appelle en tout cas la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, qui sont des personnes qui ont toujours fait ce qu'on leur a dit et qui, par peur de parler ou par honte, parce que ces inventions créent de la honte, par honte d'avoir des désirs et des besoins différents, pas oser prendre un chemin différent, notamment aujourd'hui on parle du professionnel, mais ça peut être sur plein de plans bien sûr, et donc soit elle fuit, tu en parlais tout à l'heure, soit elle se résigne à la frustration, là c'est plus le caméléon, se cacher, et pourtant tu nous expliques dans ton livre qu'avec quelques éléments, et notamment de la confiance, ces besoins pourraient être dits et entendus. Que préconises-tu? Il y a beaucoup de choses. Alors, oui, effectivement, alors c'est particulier à notre culture, hein. Je travaille beaucoup avec les anglo-saxons en communication violente. L'accès à son émotionnel est beaucoup plus favorisé. Il y a vraiment un conditionnement culturel là-dessus, hein. Arrête de t'écouter, un enfant qui tombe et dit oh, c'est rien, souffle dessus, c'est rien. Ou alors quand on n'est pas bien, oh, relativise, dans le monde il y a pire. Toutes ces choses-là qui sont terrifiantes, hein, réellement. Terrifiantes. Le jeu qui est haïssable, enfin vraiment il y a quelque chose aussi culturel. Bien. Ce qui fait qu'effectivement, nous n'avons pas été enfin, cette connexion à nos états émotionnels n'a pas été favorisée du tout. Donc j'invite effectivement à revenir là-dessus. Déjà moi avec moi-même, parce que je peux me dire c'est difficile dans mon entourage de le faire ou avec mon entourage professionnel. Mais déjà moi avec moi-même, reprendre des listes, il y en a dans le livre, il y en a partout sur internet, les listes de sentiments de la CND qui me permettent de découvrir que en fait, j'accède à 3 mots en général, c'est-à-dire c'est comme si j'avais un petit triangle, et alors que j'ai un orchestre philharmonique derrière moi pour exprimer ce qui se passe. Et cette connexion à ce que je ressens, en fait, c'est pas uniquement parce que voilà, on est un peu alternatif, c'est encore une fois pragmatique, je suis quelqu'un de pragmatique. C'est parce que c'est la première information que me donne le cerveau, mon cerveau et mon corps. C'est l'état émotionnel. L'émotion et l'état émotionnel et physique arrivent avant la pensée. Très peu, hein. Quelques millièmes de seconde. Et ils sont importants, ces millièmes de seconde. C'est là, pour moi, c'est la pure information. Et ensuite, je suis amenée effectivement à la mentaliser pour en faire quelque chose. Donc, accéder à ça, c'est accéder à un trésor d'informations, vraiment. Et effectivement, se déconditionner, de dire, bah non, bien évidemment, je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Si j'ai les poches vides, je ne peux donner que le vide de mes poches. Donc, il est extrêmement important que j'ai de la clarté sur ce qui se passe pour moi, pour être en capacité ensuite d'en parler à l'autre. Effectivement, mes sentiments et mon état émotionnel me permet de savoir qu'est-ce qui est important pour moi. Ça, c'est le sujet, comme tu le disais, des besoins. Pareil, il y a la liste dans le livre, il y a la liste partout sur les internets. Donc, ces besoins, c'est effectivement une trentaine de besoins qu'on appelle en communication non violente la nappe phréatique humaine. C'est-à-dire les besoins et qui sont tout le temps en train d'être travaillés, parce que c'est une matière organique, hein, vivante. C'est-à-dire les besoins humains que nous avons toutes et tous en commun. D'où que nous venions, quels que soient nos conditionnements, quelle que soit notre éducation, quel que soit tout ce bazar qu'on nous met par-dessus. Et c'est en partant de mes besoins que je vais montrer à l'autre ce que je veux faire. Parce que mes activités professionnelles, personnelles, mes choix, c'est ce qu'on appelle des stratégies. C'est-à-dire des manières de vivre mes besoins. Je prends toujours l'exemple de cette médiation rapide que j'avais fait entre 2 amis pour que vous compreniez la différence entre stratégie et besoin, qui est 2 amis qui se mettent en colocation. Déjà, c'est extraordinaire comme aventure, je trouve. Et qui, au bout de quelques jours, ça se passe pas très bien. Il y en a un, quand il rentre du travail, il met la musique, ce que l'autre évalue à fond. Et puis l'autre, quand il rentre du travail, du coup, comme il trouve que c'est insupportable, il va s'enfermer dans sa chambre. Okay. Très rapidement, c'est la liste des besoins et des sentiments en CNV, Iman. Très rapidement, le conflit arrive. Bien. Ça donne. Oui, tu es un véritable moine. Moi, je pensais qu'on était en coloc, on est jeunes, on peut s'amuser. Tu dis que la musique à fond. Regarde, je le mets juste à 10. Oh, opinion. L'autre, tu sais pas, tu as mal été élevé, tu sais pas ce que c'est que le respect, tu es incapable de vivre avec quelqu'un. Opinion. Vous voyez, on se retrouve opinion contre opinion. À cet endroit-là, opinion contre opinion, il ne peut pas y avoir de rencontre, puisqu'il faut que j'ai raison.
et que l'autre a tort. C'est insupportable quand je suis de mon opinion, mon opinion. Ok. Donc, il m'invite à dîner. C'est un piège pour que je fasse une médiation. Je suis ok. Très rapidement, je vais essayer de voir avec eux quels sont leurs besoins. Donc, je pose cette question. C'est une seule question à poser pour eux. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour toi quand tu fais ça? C'est-à-dire que je fais descendre au niveau des besoins. Le premier qui disait avoir besoin de musique. La musique n'est pas un besoin. Tout le monde n'a pas besoin de musique, c'est une stratégie. Et l'autre disait, j'ai besoin de silence. Ce n'est pas un besoin, c'est une action, c'est un état dont tout le monde n'a pas besoin. Et le premier, donc qui a besoin de musique, me dit, ben moi, quand je rentre du travail, les journées sont terribles, j'ai besoin de me poser, de vivre un moment de tranquillité. Et l'autre le regarde en disant, ah bon, ben moi aussi, c'est la même chose. Quand je rentre du boulot, j'ai besoin de vivre un moment de tranquillité. Et ça y est, ces moments magiques où les deux personnes se regardent à nouveau en disant, mais tu as le même besoin que moi, quoi. Tu as besoin de tranquillité. Il y en a un qui le vit en mettant la musique et l'autre qui le vit en vivant du silence. Nous nous opposons, en tant qu'être humain, nous nous opposons sur nos stratégies, c'est-à-dire sur nos opinions. Si nous sommes en capacité de descendre dans le puits sur nos besoins, nous pouvons trouver un lieu pour commencer la coopération. Et le rigolo de cette histoire, c'est qu'au début, il y avait celui qui avait besoin de silence, qui a dit, tu n'as qu'à mettre un casque. Et le musicien a hurlé en disant, mais c'est hors de question, pas de casque chez moi. Ok. Et puis, quand ils se sont revus tous les deux en voyant qu'ils avaient le même besoin, celui qui avait dit jamais de casque dit, tiens, j'ai une idée. Et si je mettais un casque? C'est pas parce qu'il était de mauvaise foi, parce qu'il avait envie de. Hein, c'est juste parce que il n'avait pas été pris en considération dans son besoin. Donc, n'importe quelle stratégie qu'il proposait, même la plus évidente, ne fonctionnait pas. Donc, cette notion, effectivement, de quand je suis dans mes états émotionnels, je peux parler de mes besoins et je peux rencontrer l'autre au niveau de mes besoins et lui montrer. Et comme l'autre les a aussi, on peut recommencer à discuter. Autrement, effectivement, ça déclenche, tu parlais de la honte, de la culpabilité, c'est ce que j'appelle les outils du maître, c'est-à-dire effectivement, ça fait partie aussi de la violence, la basse violence permanente entre ce qui est bien et ce qui est mal, et qui ne me permet pas de me connecter à mon évolution personnelle et à ma créativité. C'est horrible. D'ailleurs, pardon. Je m'entends un petit peu en écho, ça va? Ça y est, ça y est. Donc, tu cites Marshall B. Rosenberg, un des pères de la communication non violente, avec cette phrase que j'aime beaucoup, où tu dis la violence, alors arrête-moi si je me trompe, c'est de tête, mais la violence, quelle que soit sa forme, est l'expression tragique de besoins insatisfaits. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est-à-dire qu'effectivement, avec cette posture, j'apprends au fur et à mesure à ne plus qualifier ce qui m'est dit de violence, mais de bien voir que, comme moi je le fais quand ça m'arrive, c'est que la personne en face de moi ou moi-même est arrivée dans une impasse, qui est l'impasse de la confrontation. Il faut que tu te soumettes à mon idée, mais c'est parce que derrière, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Quand j'ai lu toutes vos phrases là, de vos proches qui me disent Nani, nana, attention, tu vas te planter, c'est pas raisonnable, et tout ça, moi j'entends hurler leur peur. Et il y a quelque chose, il y a un besoin de contribuer à votre bien-être. Dit comme ça paraît étrange parce qu'ils sont hyper pénibles. Je pouvais vous dire qu'ils sont hyper pénibles de ne pas me soutenir dans mes projets personnels. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors là, vraiment, il n'y a absolument aucune discussion là-dessus. Mais justement, Nathalie, ça tombe bien, parce qu'on va y revenir à ces questions. Mais j'aimerais bien te citer encore une fois, si tu me permets. Je t'en prie, je vérifie. Exactement dans la lignée de ce que tu étais en train de dire, tu dis, si on dit ce qu'on ressent, les gens vont s'en servir contre nous. Et donc, typiquement, ces phrases-là, on peut avoir l'impression, je vais confier quelque chose de super précieux et je me le reprends en pleine figure. Et ça peut être dans les phrases qu'on a vues, il y a des phrases très en mode confrontation et d'autres phrases qui sont presque de la fausse bienveillance, qui est presque encore plus violente, du j'ai peur pour toi, quelqu'un avait mis je m'inquiète pour toi. C'est presque encore plus violent dans ce côté agressif. Et donc, tu parlais de ça, mais alors pourquoi ce phénomène humain, déjà, qui consiste à utiliser contre une personne ce qu'elle nous a confié de si précieux, et comment on sort donc de ce mécanisme? Tout ce que nous faisons en tant qu'être humain, c'est pour nourrir un besoin. Si vous gardez ça en tête, ça permet d'avoir une espèce de repère dans même les moments les plus difficiles. En méta, quand j'interviens dans les prisons et que les stratégies qui ont été utilisées par ces hommes sont effroyables, parce que les conséquences, c'est des conséquences mortelles, létales, les gens meurent.
Se souvenir que c'est une manière de vivre un besoin que j'ai aussi, et que c'est une stratégie qu'on dit coûtante, ça me permet de voir que nous n'avons pas tous et toutes les mêmes moyens de vivre nos besoins. Qu'il y a des, des endroits où je ne trouve pas encore les ressources de vivre de manière contributive et positive mes besoins. Et que donc les stratégies que j'utilise sont des stratégies coûtantes. C'est absolument pas pour excuser ou pour dire tout va bien. C'est juste pour moi me permettre d'être à nouveau en capacité de rester en lien. Puisque c'est encore une fois de manière pragmatique, c'est dans le lien et la connexion que nous pouvons créer la coopération. C'est vraiment, hein, et la coopération, c'est la survie du groupe. Voilà. Et l'interdépendance et l'équivalence, c'est la survie du groupe. Donc on est vraiment dans du pragmatisme. Donc toutes les actions que je pose, que l'autre pose, ça parle de mes besoins ou de ses besoins. Oui, absolument. Il parle de lui, de ses peurs, de ses besoins, pas de moi. On est à cet endroit-là. C'est-à-dire que, et ça n'empêche pas que ça puisse avoir un effet sur moi et que je puisse dire que ça a un effet sur moi. C'est important, ça aussi. Mais effectivement, et quand je parle moi aussi, je parle de mes besoins. Et quand l'autre parle et qu'il y a cette violence, je parle de ses besoins. Donc, là où je peux me dire, cette personne est en train d'utiliser ce que je lui ai dit contre moi, c'est une évaluation finalement. Je ne sais pas si c'est ça que la personne essaie de faire. J'en sais rien du tout en fait. Mais je peux ressentir ça. Et j'ai le droit de ressentir ça parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de sécurité. Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de vivre de la confiance inconditionnelle. Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin effectivement de pouvoir me poser et de ne pas être sur la défensive. Mais je ne sais pas en fait quelle est son intention à la personne quand elle dit ou elle fait quelque chose. D'où le questionnement. Hein. Quand tu me dis ça, ça veut dire quoi? Quand tu me dis que tu as peur pour moi, je vais te dire, on peut essayer. J'essaye de le faire en vrai. Enfin, en même temps, on me l'a dit 150 fois parce que moi j'ai changé 150 fois de métier, donc je peux te dire que j'ai peur pour toi. Je l'ai entendu. Une de mes meilleures amies a fait sa carrière depuis 20 ans au même endroit. C'est drôle. Et moi, je ne suis jamais restée plus de 3 ans à un endroit. D'accord. Donc, vous voyez, c'est un peu. Et je l'ai entendu 1000 fois. Et elle me disait des trucs genre. J'ai l'impression, en fait, chaque fois que tu pars, que je suis en train de surveiller un jeune enfant qui descend un escalier. J'ai peur que tu te vautres. Oui, oui, mais pourquoi tu me dis ça? Quand tu dis j'ai peur pour toi, bah, il y a quelque chose chez moi qui est déstabilisé parce que c'est déjà compliqué pour moi de prendre cette décision. Il y a déjà plein de choses sur lesquelles je dois travailler pour créer mon propre cadre de sécurité. Ok, j'entends que tu as peur pour moi et je suis touchée quelque part que ma sécurité t'importe tellement qu'effectivement tu me dises ça. Donc je vois qu'on a du lien, je vois qu'il y a quelque chose qui s'installe entre nous. Donc je suis touchée par ça. Et en même temps, là, pour moi, j'aimerais être assurée que quoi qu'il arrive, je peux avoir ton soutien. C'est important vraiment c'est important. Vous voyez, il y a cet aller-retour permanent de parler de mes besoins et d'accueillir les besoins de l'autre. Je m'inquiète pour toi, j'ai peur pour toi. Moi, je dis toujours à un moment donné, mais ça, c'est un peu quelques années après, mais en fait, je n'ai fait aucune demande. Hein, donc, il n'y a pas. Mais il n'empêche qu'effectivement, cette inquiétude-là peut parler de plein de choses. Je parle effectivement du besoin de. Oui, c'est humain de s'inquiéter pour les autres. Oui, c'est humain de prendre soin. Il y a quelque chose qui est très important dans l'être humain, et c'est encore une fois extrêmement pragmatique, c'est de prendre soin les uns des autres. Parce que dans un groupe, s'il y en a un qui souffre, ça déséquilibre tout le groupe. Donc on est dans des systèmes, effectivement. Non. Donc c'est important, et c'est humain de s'inquiéter, mais si cette inquiétude est une manière d'exprimer sur l'autre mes propres besoins, et que donc pour que je sois rassurée, il faut que l'autre ne soit pas là où il a envie d'être, c'est-à-dire qu'il se conforme exactement à ce que je veux qu'il fasse, c'est une inquiétude qui est coûtante, qui est mortifère, qui empêche l'autre d'évoluer. Nous avons, en tant qu'être humain, un besoin essentiel qui s'appelle le besoin d'évolution. Il y a le besoin d'affirmation de soi. Il y a le besoin de contribution. Il y a un triptyque en communication non violente, et je pense qu'il va vous parler à vous en particulier, qui est le besoin de contribution, donc de contribuer à sa famille, son travail, au monde, son jardin, qu'importe, c'est de contribuer. C'est-à-dire de voir effectivement que je fais quelque chose qui a du sens. Besoin de contribution qui va vers le besoin de sens. Et quand ce que je fais a du sens dans ma contribution, ça va nourrir directement mon besoin d'estime de moi.
Le fameux estime de moi qui est toujours dans tous les travaux de développement personnel travaillés et qui est très compliqué. Ce triptyque-là, il y a une espèce de système de nourriture naturelle où l'estime de moi, quand je suis dans la contribution qui a du sens, j'augmente mon estime de moi. Donc, si cette inquiétude sur l'autre empêche l'autre de vivre sa contribution et son sens, là, on n'est pas dans ce qui est pour moi, effectivement, l'inquiétude au service du bien-être du groupe. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça pourrait peut-être même dégénérer sur du conflit. Tu en parles beaucoup dans ton livre de la peur du conflit. Et tu te demandes pourquoi ce conflit existe. Et tu nous donnes quand même une piste de réflexion assez solide qui est qu'elle nous a été inculquée la règle d'obéir, presque une règle numéro 1. Et je te cite là aussi, c'est page 50, je crois. Tu nous expliques que on n'a pas été, cette obéissance n'a pas été accompagnée du développement des compétences nécessaires pour exprimer en toute sécurité nos désaccords. Et depuis tout petit, on nous dit c'est pas beau de se disputer, désobéir, c'est mettre le bazar. Tu le dis même de façon un peu plus cash dans ton livre. Et voilà, on a l'impression que le conflit, c'est la fin de la relation et que la bonne entente, donc c'est une injonction sociale super forte. On revient aux injonctions. Donc, quelles compétences te semblent nécessaires si on en vient au conflit pour exprimer ces désaccords en toute sécurité, pour te citer, et de l'autre côté aussi, pour ne plus avoir peur du conflit, notamment dans l'expression de nos choix de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer les vertus d'un conflit rondement mené? Deux questions en une. Hein. Oui, le conflit, de toute façon, c'est un sujet. Il y a une confusion qui est terrible, sur laquelle moi je travaille en permanence. Je suis très mauvaise en plus dans cette différenciation, donc je peux en parler sans aucun problème parce que je sais que c'est l'enfer, surtout quand plus il y a de l'intimité, de la proximité. Donc j'imagine que les gens qui vous disent j'ai peur pour toi, je m'inquiète pour toi, ce sont vos proches. C'est le désaccord égale le désamour. Ça, c'est une catastrophe comme injonction. C'est-à-dire, si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Si t'es pas d'accord avec moi, tu m'aimes pas. C'est pas dit directement comme ça, hein. Mais vous voyez, on n'est quand même pas très très loin. Donc la peur, effectivement, d'être en désaccord, parce qu'on prend le risque d'être en désamour. Parce qu'effectivement, comme je disais, le conflit habituel, il est douloureux parce qu'il faut qu'il y ait un gagnant et qu'il y ait un perdant. Donc j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ou alors il faut que j'y aille armée jusqu'aux dents. Et en plus, si c'est du coup dans une relation proche, j'ai peut-être pas envie d'aller à la rencontre de l'autre armée jusqu'aux dents. J'aime bien faire un travail de visualisation dans les stages sur la colère et le conflit, mes préférés. C'est quand juste prenez 2 secondes, fermez les yeux et essayez de vous visualiser quand vous allez au conflit. Si vous aviez une espèce de mal au trésor où vous avez plein de costumes de carnaval, plein de costumes différents, qu'est-ce que vous choisiriez comme costume pour vous déguiser quand vous allez au conflit? Une armure. Alors, par exemple, pour toi, c'est une armure. Est-ce qu'il y a d'autres déguisements qui sont choisis? Par exemple, moi, c'est avec une petite mallette de médecin. Un clown, des gants de boxe, un cactus, un catcheur. Génial. On trouve ça aussi. Un cheval cow-boy, un haut-parleur, un homme invisible. Extraordinaire. Voilà. Donc, un clown. Vous voyez, on n'y va pas nous-mêmes, en fait. L'idéal, c'est d'y aller sans rien, avec casque et des fleurs. C'est d'y aller sans rien. Drapeau blanc. Un docteur. Ah, j'ai un autre docteur. Salut, docteur. Une fée. Oui, alors pour répondre, oui, le live est enregistré. Pour répondre à Lydie, où j'ai vu la question de Laure plus haut, pour les citations, il y a un article qui est écrit, le live est enregistré, vous aurez toutes les informations. Voilà. Merci. Une pièce. Vous voyez, donc on est obligé de se mettre du bazar, quoi. Parce que voilà, il y a quelque chose qui fait que je me dis, si je vivais moi-même, je prends des coups. Oui, parce que la réalité, effectivement, si je suis OK pour jouer le jeu de me dire qu'il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant, le conflit est lourd. Cependant, le conflit est inévitable. En plus, vous qui allez changer des gros muscles, j'adore, hein, et la liste est extraordinaire. Vous qui allez changer de vie, en tout cas de contribution dans la vie, c'est comme si à un moment donné, pendant des années, vous étiez sur une pièce de théâtre avec vos proches et que vous avez un costume particulier. À partir du moment, et des tirades qui sont attendues. Puis à partir du moment où vous changez de costume et vous changez
de tirade. Donc, tous ceux qui sont autour de vous ne vous retrouvent pas. Ah, et où? Qu'est-ce qu'il fait? Et donc, sont en insécurité. D'accord? Parce que vous allez montrer autre chose de vous. Vous allez montrer autre chose que l'endroit où il y a de la sécurité, il y a de la confiance, c'est habituel. Dès que je rencontre quelqu'un de nouveau, je rentre en conflit au sens où moi, je suis sur ma colline, je vois le monde de ma manière, de mes conditionnements, de mon éducation et tout, et l'autre en face me dit des trucs, ah bon, parce qu'il voit autre chose. En communication non violente, on dit euh, le conflit non douloureux, c'est un conflit où j'ai conscience que finalement, dans mon interaction avec l'autre, c'est comme si dans le système que nous créons dans notre communication ensemble, il y a de nouvelles informations qui arrivent. Donc, il est nécessaire, c'est vital de traiter ces nouvelles informations. Le conflit est vital, puisqu'il est inévitable. Il y a forcément, dès que deux êtres se rencontrent, deux, trois, quatre, alors, hein, des nouvelles informations, des désaccords, au sens où, ah, moi, j'ai pas vu ça. Tiens, toi, tu vois, c'est bleu, moi, je vois que c'est vert. Enfin, ça, c'est simple, après, ça peut être. Donc, il est nécessaire et vital de traiter cette information. Le conflit, je ne peux pas l'éviter. Le conflit, je ne sais pas si vous voyez ces boules dans les westerns, là. Il y a des boules de poussière, là, de machin. Et puis, voilà, des pailles, puis plus ça avance, plus ça grossit. Plus ça... Le conflit, c'est ça. C'est-à-dire que, comme le secret, le conflit, il a une feuille de route très simple. Il y a écrit un verbe, c'est éclater. Pam. Ok. Donc, s'il n'éclate pas ici maintenant, quand il est tout petit, il va trouver d'autres manières, en grossissant, d'aller éclater. Vous savez, c'est une situation où vous dites, j'ai complètement pété les plombs, je ne sais pas pourquoi, c'était pas grand-chose. Ce n'est jamais pas grand-chose. C'est comme un iceberg. Il y a la partie visible et puis dessous, il y a tout ce qui n'a pas été traité. Le conflit est inévitable. Le déplacer dans le temps, c'est possible si sur le moment, ça risque de prendre euh, euh, des proportions catastrophiques, mais il faut à tout prix y faire face. Comment? Effectivement, en se disant, ce sont de nouvelles informations qui rentrent dans la matrice. L'autre me parle de ses besoins, je parle de mes besoins. Et il y a la possibilité d'être autrement que dans la soumission de l'un par rapport à l'autre. Mais c'est un déconditionnement énorme. C'est le plus difficile. Il y a plein de trucs qui sont écrits. Ouais. Tu dis que le conflit est vital parce qu'il permet d'accéder à autrui, alors c'est ça que tu nous dis? Il est vital parce qu'il me permet effectivement de montrer ce qui se passe pour moi et d'accéder à autrui. Oui, mais du coup, c'est plus un conflit, hein. C'est une rencontre. Il y en a beaucoup qui parlaient du fait qu'ils avaient l'impression qu'en conflit, on était plus à chercher à convaincre l'autre qu'à réellement écouter et comprendre ce qu'il nous dit. Absolument. C'est le paradigme du conflit classique qui est j'ai raison, tu as tort. Ok. Donc, vous savez, c'est opinion contre opinion. Donc, on n'accède pas à nos besoins. Il faut que tu comprennes ce que je te dis. Non, non. Voilà. Donc, je monte dans les tours, l'autre monte dans les tours, et moment où il y a plus de possibilité. Donc là, on est dans la coopération. Soumission, rébellion. Soumission. Ok, il y a un moment donné, l'autre, parce que il est fatigué, il n'en peut plus, il a envie d'être aimé, il a peur tout ce que vous voulez, dit ok, je suis d'accord avec toi. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc, il y a une perte de son intégrité personnelle. Et ça a des répercussions catastrophiques hein, sur le corps, sur l'esprit, et surtout sur l'accord. Parce que quelque chose qui est obtenu par la soumission, ça peut être soulageant à un moment, mais en fait, ce n'est pas pérenne. Et ça, dans le champ sociétal, on le voit. Je veux dire, on le voit tous les jours. À la moindre occasion, du coup, dès que celui qui se soumet peut se désengager, ça repart et c'est encore pire. Parce qu'il y a en plus un sentiment d'avoir été justement soumis. Autrement, il y a effectivement la rébellion. Quoi que tu me dises à un moment donné, vu que nous n'avons pas réussi à se rencontrer, et même si ça a du sens, je ne serais pas d'accord avec toi. C'est très important ça. Moi, je travaille beaucoup aussi avec des assistantes sociales des fois, qui ne comprennent pas pourquoi elles donnent des actions qui sur le papier sont absolument rationnelles et il y a un refus absolu de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie dans l'être humain qui hurle depuis notre naissance, qui dit « prends-moi en considération ». Prends-moi en considération. À un moment donné, écoute, regarde ce que j'ai à dire. Ça ne veut pas dire sois d'accord avec moi forcément, mais prends-moi en considération. Un enfant qui ne met pas un manteau quand il fait moins de 12 degrés dehors, c'est pas qu'il n'a pas compris qu'il ne faut pas mettre un manteau. C'est pas parce qu'il veut vraiment nous pourrir la vie. C'est parce qu'il y a quelque chose, en plus dans la relation parentale. J'ai 2 enfants, donc j'ai beaucoup expérimenté. C'est aussi ce prends-moi en considération.
Il y a quelque chose, si ce n'est que descendant, mais à un moment donné, je n'ai plus envie. Et ça fait partie aussi des mécanismes de défense du groupe. C'est-à-dire que c'est au service de l'équité, c'est au service de l'interdépendance, de faire attention que s'il y a vraiment dans la relation quelqu'un qui ne prend pas en considération les autres, ça peut nous mettre en danger collectivement. Alors Nathalie, on ne te voit plus, ou alors c'est juste moi, mais voilà, parce que la bande passante est un peu moins bonne, mais on t'entend très bien. Donc juste pour te Très prévenir. bien. Donc tant qu'on t'entend, c'est l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup pour cette explication. Et merci à Jean-Christophe. Ah, on t'a récupéré. Merci à Jean-Christophe qui nous a carrément donné le nom des boules qui passent dans les westerns, les tumbleweeds. On aura appris quelque chose. Voilà. Merci Jean-Christophe. Parfois, je fais une description un petit peu approximative. Donc. Mais ça fonctionne très bien en tout cas. C'est vrai avec ces idées de conflit qu'on essaie d'éviter en se disant ça va partir et qui en fait grossissent et nous explosent au visage. Je l'ai vécu, je pense qu'on l'a tous vécu. C'est super intéressant. Ce que j'appelle le syndrome du pot de confiture, vous savez, le moment où le matin, comme ça, on est là, hop, le pot de confiture est mal fermé, je le prends par le couvercle, ça tombe, il y a des confitures, et c'est de la guerre atomique. C'est là que ressort. Il nous reste plus beaucoup de temps avant les questions et on a encore plein de sujets à aborder, donc on va avancer un petit peu sur un sujet différent que le conflit. Tu cites dans ton livre un sociologue et psychologue, Eric Fromm, qui parle de quelque chose qui pour moi était totalement nouveau, les plaisirs primaires et les plaisirs secondaires. Donc, si je résume bien, les plaisirs primaires sont les plaisirs qui arrivent rapidement, mais repartent aussi rapidement. Les plaisirs secondaires sont plus pérennes, mais plus difficiles à mettre en œuvre puisqu'ils résultent d'un travail sur soi de longue haleine. Et donc, si on peut se faire une petite mise en situation dans le thème de notre webinaire, imaginons, je suis en remise en question de ma situation professionnelle, du sens que j'accorde à mon travail et de ma mission. Et là, je me dis, bon, je suis crevée, je vais partir en vacances, ça ira mieux, puis on verra après. Là, je suis dans un plaisir primaire, je ne veux pas voir et je veux aller directement à la satisfaction d'un plaisir, mais qui va tout aussi vite repartir. Quand je vais revenir de vacances, le problème sera toujours là. Alors qu'un plaisir secondaire serait plus se dire, je vais travailler au développement de mes attentes, mes talents, mes compétences, faire un bilan, quoi que ce soit. Mais c'est plus difficile. Et Eric Fromm, en tout cas, tu nous le dis dans ton livre, dit que ça vient de mécanismes qui se passent dans le cerveau, presque chimiques. Alors, ça semble assez inéluctable. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer, pour sortir un peu de ce schéma et aller chercher ces plaisirs secondaires qui, au final, nous feraient plus de bien, notamment quand il s'agit de faire des choix de vie importants? Oui, c'est mécanique. Enfin, c'est chimique, plus exactement. C'est la dopamine et la sérotonine, qui sont toutes les deux donc ce sont des neurotransmetteurs, okay, qui sont les deux au service de notre bien-être et de notre apprentissage. La dopamine étant effectivement un neurotransmetteur de l'apprentissage des enfants. Vous connaissez si vous avez des enfants, ou si vous en fréquentez, la difficulté à vivre la frustration. C'est-à-dire ne pas avoir tout de suite. Et puis, si possible, plusieurs fois. Surtout quand c'est bien. Une histoire, 27 000 fois. Hein. Ou un jeu, 40 000 fois de suite. Parce que, effectivement, la dopamine, et comme il y a de l'apprentissage, me récompense en disant bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et c'est très agréable, la dopamine. C'est le chocolat. Et nous sommes dans une société que j'appelle dopaminée. Je ne suis pas la seule à le dire. Hein. C'est effectivement, le marketing a bien compris les systèmes neurologiques et il l'utilise. Ce qui fait qu'effectivement, quand l'injonction de changer 4 fois de téléphone, parce que chaque fois il y en a un qui me permettra d'être plus intelligente, plus branchée, dopamine, je le fais. Je peux, et je parle dans mon livre, tous les mois, aller à la marche pour le climat en étant vraiment convaincue que c'est quelque chose qui est important. Et puis le 5e week-end, parce que je suis très fatiguée, je me dis, allez, je vais faire un petit aller-retour à Barcelone en avion. D'abord, c'est pas parce que mon petit avion va faire la différence, et parce qu'effectivement, mon cerveau, là, il me dit tout de suite, maintenant, le fameux ici et maintenant, mais version dopaminée. Hein, c'est pas la version bouddhiste, hein, c'est la version dopaminée, il faut avoir du plaisir ici et maintenant. Ok. Donc, nous vivons dans un monde qui favorise la sécrétion de dopamine. C'est hyper important de le savoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur lequel nous devons travailler si on en a envie. Parce que la sérotonine, c'est le plaisir effectivement décalé. C'est le plaisir de l'apprentissage, de la transformation, de l'évolution. Et c'est celui où j'ai des amis qui me téléphonent alors que je suis en train de réviser pour un diplôme extrêmement important, qui me disent samedi soir, c'est la soirée. Si tu n'es pas là, tu vas rater la soirée du siècle. Et il y a la dopamine qui me dit on y va,
c'est hyper important. Et la sérotonine qui me dit, eh ben non, tu vas pas y aller, mais tu vas voir, quand tu vas avoir ton diplôme et que tu vas pouvoir faire ce que tu as envie de faire, ça va être extraordinaire. Ça s'apprend, ça se travaille. La sérotonine se travaille par toutes ces activités qui ne sont pas du tout dopaminées, c'est-à-dire la lecture, le temps long, l'apprentissage, le jardinage, la cuisine. Notre cerveau est plastique. Il a la capacité de changer ses taux et la qualité de sa production de neurotransmetteurs. La CNV me permet d'augmenter ma sécrétion de sérotonine parce que c'est tellement long et compliqué que clairement, les plaisirs immédiats ne sont pas présents. Et donc, effectivement, un changement de vie, c'est un changement qui nécessite, pour vraiment tenir, l'augmentation de la sécrétion de la sérotonine. Et c'est tout à fait faisable. Mais c'est un travail de longue haleine et de répétition et un travail qui commence par soi. Voilà. Ah, bah d'abord, premier niveau, hein, il y a 3 niveaux dans la transformation. Hein. Il y a le personnel, moi, et ça, je peux le dire, moi, on a le droit. L'interpersonnel, moi, et puis les gens qui sont proches, personnels, familiaux, professionnels, et le systémique. Je vois beaucoup dans les changements sociétaux, il y a beaucoup d'angoisse parce qu'on veut tout de suite attaquer le systémique. Ça ne fonctionne pas. On voit, hein, on peut l'observer de manière assez... Et c'est plutôt par capillarité montante. Donc effectivement, le plus grand des laboratoires d'expérimentation, c'est moi avec moi-même. Il est 10h16, je vois que là... Oui, on va y aller. Et pour clôturer, on peut citer Gandhi, dont tu parles dans ton livre, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est exactement ce que tu viens de dire, avant d'aller tout de suite attaquer le systémique, commence par toi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et cette petite phrase peut être frustrante si je considère que parce que je change, le monde change. Attention. Hein. Oui, et ça peut aussi être une injonction, enfin bon, on pourrait repartir. Je vois la question de Laura qui était dans le chat. Après, on va passer à l'onglet questions. Comment vous reliez les besoins de la communication non violente et les choix de vie? Pour moi, dans la verbalisation, c'est encore une étape d'expliciter le lien entre nos besoins profonds et les choix qui en découlent. C'est une étape importante, effectivement. Prenez les listes des besoins, la liste des besoins, regardez ce qui est dans un petit côté clignotant. Les besoins, dès qu'ils sont nourris, c'est très satisfaisant. On sent dans le corps et que, encore une fois, le cerveau me donne une récompense. Disant, ah, tu as vu que tu avais un besoin de contribution. Ah, tu as vu que tu avais besoin de sens et tu es en train de faire ça. Donc, c'est d'être en capacité, effectivement, ensuite, sur la base des besoins, de montrer quelles sont mes stratégies. Mes stratégies, elles sont propres. Si je considère que la stratégie que j'utilise est la seule pour vivre un besoin, je me coupe de l'autre. C'est-à-dire, vivre la tranquillité, c'est uniquement dans le silence. Je ne peux pas coopérer avec l'autre. Donc, c'est être vraiment en capacité d'avoir de la clarté sur les besoins que je suis en train de nourrir, d'avoir de la clarté que les stratégies que je propose me sont spécifiques. Et donc, montrer en quoi elles sont spécifiques et prends-moi en considération, écoutez ce que l'autre a à me dire par rapport à, par exemple, sa propre vision, mes stratégies. Mais effectivement, cette verbalisation et cette explicitation entre le lien est fondamentale. Et effectivement, elle n'est pas simple au début parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Et justement, Mathilde nous demande sur le même sujet, qu'est-ce qui conditionne les différentes stratégies qu'on adopte? Pourquoi sont-elles si différentes les unes des autres? C'est nos conditionnements, notre culture, ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, nos exemples personnels, les gens avec qui on a... C'est la multiplicité. On dit que le besoin est créatif, c'est-à-dire que sur un même besoin, on peut faire un petit test, là, par exemple, besoin de tranquillité. Quelles sont vos stratégies pour vivre de la tranquillité? Voilà, vous pouvez mettre quelques mots. Vous allez voir que ça va être normalement extrêmement créatif et très différent. Et donc, c'est vraiment quelque chose, c'est là où c'est la spécificité de notre stratégie, c'est que nous l'avons en propre. Merci Laura. Oui, pour moi, par exemple, ça peut être marcher, c'est ça, et pour quelqu'un d'autre, ça va être écouter de la musique. Voilà. Moi, c'est m'occuper de mes courges. J'adore. Avec des mots fléchés, lire, dessiner. En haute mer. Haute mer. On va bien faire ça souvent. Lire. Coudre. Soigner les enfants. Et oui, oui, Clémence. Surtout en oui, là, je l'ai aussi. Musique avec casque. Voilà. Et on peut faire un exercice voilà, j'aurais aimé le faire avec vous, mais c'est le problème quand on n'est pas en présentiel. C'est effectivement, on se met en cercle, on met quelqu'un au milieu du cercle. On lui demande d'écrire précisément une activité que la personne aime faire. Par exemple, j'ai vu coudre. Ben, par exemple, coudre. Mais coudre quoi? Je sais pas, on va dire
coudre des robes dans un tissu spécifique. OK. Et là, on demande aux personnes qui sont autour du cercle de se mettre à distance réelle de si je couds des robes avec un tissu spécial, je me colle à la personne, et puis si je couds mais autre chose, je m'éloigne, ou si je couds pas, je m'éloigne, et si je couds pas du tout, je m'éloigne très loin. Et on voit que dans la salle, du coup, il y a 1000 personnes qui sont aux quatre coins de la salle. On revient en cercle. Je demande, quand tu fais ça, qu'est-ce que ça te procure? Si la personne dit de la tranquillité, je redemande aux gens, est-ce que vous avez aussi besoin de tranquillité? Et là, tout le monde se rassemble. On se retrouve autour de ce besoin. Et ensuite, la question, c'est et comment vous vivez cette tranquillité? Et là, on voit la haute mer, éloigner les enfants, lire, écrire, écouter de la musique, s'occuper de ses cours. Voilà. Et on voit, du coup, la créativité des stratégies. Extrêmement intéressant. Et Laure nous demande, j'ai toujours tendance à dire aux autres, à ta place, je n'aurais pas fait cela, pas dit cela. C'est très honnête, merci Laure. Ouais, génial. Pour éviter d'avoir cette posture que où l'on ne comprend pas vraiment les réactions des autres, car on n'aurait pas fait pareil nous. Ah oui, merci de cette, Belle question. puis de cette honnêteté. J'adore, j'ai un grand besoin d'honnêteté. Donc, vous êtes en train de me nourrir là. Merci, merci. À ta place, c'est là où il y a une notion que j'aime beaucoup, moi, c'est faire la place à l'autre plutôt qu'à ta place. Je pense qu'il est absolument impossible d'être à la place de l'autre. Et moi, j'aime pas trop quand on me dit à ta place. Il y a un truc chez moi qui, genre, mais tu sais pas qui je suis, tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas quelles sont mes complexités, mes secrets, mes vulnérabilités, ce que je te montre et ce que je n'ose pas te montrer. Vous voyez, notre bazar humain, notre petit bazar humain. Donc, c'est vrai que, mais quand je dis à ta place, j'aurais pas fait, c'est parce que j'ai envie de contribuer. J'imagine, c'est parce que j'ai envie de contribuer. J'ai envie effectivement de soutenir. J'ai envie d'être en lien. J'ai envie de donner des conseils pour que l'autre soit mieux, ou qu'en tout cas, il fasse mieux parce que je suis dans l'inquiétude. C'est un peu, je reviens un peu même à ce qu'on vous dit quand vous dites je veux changer. Donc, si j'ai envie d'être dans cette posture-là, parce qu'elle est extraordinaire, ça part d'un tellement bel élan de vouloir effectivement être en lien avec l'autre, contribuer à son bien-être, c'est formidable. Plutôt que de me dire je vais dire à ta place, c'est de faire de la place à l'autre. C'est-à-dire effectivement être dans cette capacité d'accueillir les raisons pour lesquelles la personne a choisi ces stratégies et comprendre les besoins qui sont derrière. Ça recrée du lien. Parce que dans cette communication bienveillante, la proposition, c'est d'abord la connexion avant l'action, la solution, l'éducation. C'est-à-dire d'abord, je crée le pont avec l'autre pour découvrir l'autre avant de lui dire ce que moi j'aimerais qu'il fasse ou ce que moi j'aimerais faire ou comment il faut qu'il fasse, comment, voilà, toute cette logique-là. D'ailleurs, ça répond en partie à une nouvelle question qui est je suis navrée, mais ne le sois pas. Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi comment convaincre un autrui récalcitrant de saisir mon besoin de changement. J'adore cette question parce qu'il y a réponse et dedans en plus. Donc ça, c'est mes préférés. Bon. La posture de la CNV ne cherche pas à convaincre. Voilà. Donc du coup, là, on est dans un endroit complètement déconditionné. L'une des violences à bas bruit de notre système, c'est que j'ai un projet sur l'autre. C'est-à-dire que je veux que l'autre soit à un endroit particulier. C'est ce que vous vivez, vous, hein, quand on vous dit mais non, il ne faut pas faire ça, tu ne peux pas et tout. C'est que les personnes ont un projet sur. Elles veulent que vous soyez à un endroit, voilà, particulier. Mais ce que l'autre fait, je le fais aussi. Hein. Donc tout ça va bien, au moins on a ça en commun. Donc si je veux convaincre l'autre, ça veut dire que je veux qu'il comprenne exactement ce que je comprends et ce que je vois. C'est pas grave, hein, ça fait partie des choses qu'on a envie de. Et bien sûr, l'autre va être récalcitrant. Il y a des chances énormes pour l'autre soit récalcitrant. Soumission ou rébellion. Donc, l'idée, en tout cas, cette intention à la CNV, c'est là où le récit n'est pas du tout le même. Hein, c'est là où on peut se retrouver un peu à côté du coup du récit collectif. C'est de dire, je suis ni pour ni contre, je suis avec. En général, on me dit, oh là là, c'est tout mou. Pas du tout. C'est très loin d'être mou. Au contraire, c'est une tempête permanente. C'est d'être effectivement en capacité de dire, là, il y a quelque chose qui est important pour moi. Je n'ai pas changé, hein, je suis toujours militante, j'ai toujours des convictions fortes. Hein. Il y a quelque chose qui est important pour moi parce que de mon point de vue, avec ce que je vis, ce que je vois, ce que je ressens, il y a quelque chose qui doit être fait. Donc je te montre le précieux de ce que je ressens, de ce que je vois, parce que j'ai envie de coopérer avec toi, si c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Quand je vais voir des climato-sceptiques, puisque je suis plutôt engagée dans l'écologie, et que j'arrive avec mes rapports du GIEC, là où je demande à la personne en face juste de se déprogrammer en 2 secondes pour adopter précisément ce que je pense, en fait,
je suis très contente que la personne en face me dise « mais ça va pas, non ?» Parce qu'elle prend soin de sa propre intégrité physique, psychologique et émotionnelle. Je lui demande juste de s'effondrer. Et convaincre, c'est effectivement demander à l'autre de s'effondrer. Peu de chance que ça fonctionne. Heureusement, on serait tous effondrés. Parce que comme on est tous à la fois, on subit à la fois le fait d'être convaincu et on convainc, il y a ces phénomènes de résistance qui du coup créent de la violence, puisque tant que je n'ai pas d'autre manière, tant que je reste dans le binaire, pour me sauver, je refuse. Oui, donc Jean-Christophe te demande, donc convaincre l'autre, c'est forcément lié à l'échec? Convaincre l'autre, oui, parce que c'est un projet sur l'autre. Je prends le risque d'être dans la soumission-rébellion. Partager avec l'autre ce que j'ai de précieux et lui faire de la place pour qu'il partage ce qu'il a de précieux, ça augmente, alors c'est pas magique, autrement si c'était magique, ça serait. Ça augmente les chances de trouver un lieu où nous pouvons coopérer. Il y a une phrase de Rumi que j'utilise souvent dans mon bouquin, parce que c'est un peu mon mantra aussi, c'est de dire, et Rumi, c'est un poète soufiste du XIIIe siècle, donc ça fait partie de ces fils rouges, moi, que je vois dans l'histoire humaine, de cette envie d'être ailleurs que dans la confrontation, qui est au-delà du bien et du mal, il y a un jardin, et c'est là que je te rencontrerai. C'est effectivement se donner les moyens d'avoir ce jardin où on peut se rencontrer. Ça ne veut pas dire, moi quand je vais en prison et que voilà, je suis confrontée à des personnes qui ont fait des choix tragiques, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec leurs choix. Par contre, dans la justice restauratrice, c'est-à-dire de retrouver ensemble la capacité de trouver d'autres stratégies que les stratégies dramatiques, tragiques, il faut que nous nous rencontrons en tant qu'êtres humains dans ce jardin qui est celui de la coopération. Il y a une question assez intéressante, c'est une notion qu'on n'a pas trop abordée, mais qui est totalement sous-jacente tout le long de notre live, c'est la notion de peur. Donc la peur du jugement, la peur de changer, la peur d'assumer, etc. Je vais m'arrêter là parce que vous voyez très bien de quoi je parle. Et Jean-Christophe nous dit, je ressens un lien entre mes besoins, parfois la crainte de les manifester, et la mort, la peur de se dire, si la personne disparaît, je m'en voudrais de mon comportement. C'est des accords, des amours, je pense. C'est effectivement de se dire que si je vis pleinement mes besoins avec ma stratégie spécifique, ça peut mettre en péril la relation. En gros, je pense que c'est ça. Ouais. Je voudrais vérifier que je suis au bon endroit. Peut-être sur le chat, je ne sais pas si... Avant de répondre. Oui. Cette histoire de mort, c'est ce que j'entends. Je vais répondre et si c'est pas ça, je modifierai. La peur, les peurs, oui, la peur me permet c'est reptilien la peur, me permet effectivement d'éviter de me brûler par exemple. C'est ce qu'on apprend aux enfants, c'est attention, il faut avoir peur du feu parce que ça brûle. C'est plutôt pas mal. Seulement, merci Jean-Christophe, très bien. Seulement, toutes les peurs conditionnelles sont des peurs. Moi, je dis toujours quand j'ai peur, je perds. Quand j'ai peur, je perds. Parce que ça va être des choses qui parlent de mes besoins que je ne nourris pas, mais ça va être juste mon reptilien qui dit non, n'y va pas, non, ne le fais pas, cache-toi, fuis. Voilà. Donc, elles m'informent de quelque chose, mes peurs, mais il faut vraiment que j'aille les décrypter, sans quoi elles sont totalement, elles me coupent de mes ressources. Et alors, les peurs conditionnelles, on m'a appris que si je ne suis pas dans tel endroit, il y avait le droit chemin, tout à l'heure j'ai vu l'expression le droit chemin, que si je n'ai pas un CDI, je risque de disparaître socialement, si je n'ai pas, voilà, il y a tout ça qui fait que j'ai des peurs conditionnelles qui sont liées à mes conditionnements et à mon éducation. Et effectivement, si je me dis que je vais nourrir mes besoins avec des stratégies spécifiques qui vont à l'encontre de ce que l'autre veut de moi, je peux prendre le risque de la mort de la relation. Alors, c'est possible. Alors là, je sens que je plombe l'ambiance à 10h29. C'est possible. Je pense qu'il y a des moments où, effectivement, pour être en lien avec ce qui est important pour moi, mais ça ne veut pas dire rejeter l'autre, parce que là, on est encore dans l'ancien paradigme, je rejette l'autre, l'autre me rejette. C'est juste qu'effectivement, il peut y avoir à un moment donné des stratégies qui ne sont pas compatibles. Nous nous opposons sur nos stratégies, mais pas sur nos besoins. C'est extrêmement important. Nous nous retrouvons sur nos besoins. Dans un conflit puissant comme ça avec quelqu'un, effectivement, déjà se rendre compte qu'on a les mêmes besoins, mais qu'on a des façons différentes de les vivre. Nathalie, on arrive à la fin du webinaire, ça va se fermer, donc j'aimerais bien conclure. Merci beaucoup, c'était super intéressant. En tout cas, merci encore d'avoir été là avec nous. Vous retrouverez le webinaire et l'article cet après-midi, et on vous retrouve la semaine prochaine autour du thème du passage à l'action. Vous avez un petit sondage que vous pouvez remplir en un clic. On vous remercie par avance, et merci encore Nathalie. Je rappelle
ton livre La communication non violente à l'usage de celles et ceux qui veulent changer le monde. Très important. Merci à tous, en tout cas, pour votre énergie et votre participation à ce live et à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine.